une réallocation de beaucoup de ressources des États à l'urgence sanitaire et l'urgence économique. Donc ça aussi, ça crée beaucoup de réallocations budgétaires qui souvent impactent les infrastructures. Secondo, on l'a vu lorsque les restes des pays occidentaux notamment étaient fermés et s'étaient reconcentrés sur eux-mêmes, l'Afrique devait commercer entre elles, l'Afrique devait justement utiliser ces infrastructures de transport pour pouvoir échanger. Et aujourd'hui, ce contexte est renforcé par l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale qui, bien sûr, a comme socle la logistique et le transport parce que les produits, pour aller d'une zone à une autre, doivent emprunter des corridors, qu'ils soient routiers, qu'ils soient des hubs portuaires ou aéroportuaires, parce qu'effectivement, le transport est essentiel dans le développement de la zone de libre-échange continentale. Donc, ces différents sujets dans le contexte sont les sujets sur lesquels on va essayer de discuter. Pour un mode de fonctionnement, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse chacun échanger sur 3 axes, donc les axes que j'ai partagés avec vous. Le premier axe, c'est l'impact du Covid-19 sur le développement des infrastructures de transport dans votre pays. On a la chance d'avoir des intervenants de 6 différents pays, ce qui donne encore plus de richesse à cette discussion. Le deuxième axe, c'est les grands défis que vous vivez aujourd'hui dans le secteur. Et le troisième axe, c'est de voir comment, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'accélérer la cadence en Afrique, comment accélérer le développement des infrastructures de transport et quel modèle vous préconisez qui nous ramène à notre titre, donc infrastructure de transport, quel modèle de développement post-Covid. Donc, voilà un peu les 3 axes sur lesquels je voudrais qu'on échange avec des interventions par axe de 3 à 5 minutes maximum par intervenant, ce qui permettrait de donner de l'interaction entre les uns et les autres. Donc, je vais démarrer la première question. Bien sûr, les ordres de passage seront des ordres de passage diversifiés. Donc, je vais commencer ma première question par notre ami et voisin de la Mauritanie, son Excellence Monsieur Mohamed Mhaïmid, ministre des Transports et de l'Équipement de Mauritanie, pour demander aujourd'hui, dans votre pays, comment la COVID-19 a-t-elle impacté le développement des infrastructures de transport dans votre pays? Si vous pouvez nous faire un bref aperçu avant que je ne donne la parole aux autres. Monsieur le ministre, à vous. Votre micro est désactivé. Votre micro est désactivé, monsieur le ministre. Voilà. Hein? C'est bon. C'est bon? Parfait. Il est actuellement activé? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour cette importante initiative qui nous permet à Mauritanie de se mettre en interaction avec vous par rapport à une thématique extrêmement importante dans ce contexte qui se caractérise par cette pandémie. Je voudrais dire que certainement, comme dans tous les pays du monde, la COVID-19 a eu un impact sur le développement des infrastructures dans notre pays, malgré les grands efforts qui étaient entrepris pour atténuer l'impact de cette pandémie sur le développement de nos infrastructures. Nous avons quand même, à travers l'intérêt que portent les hautes autorités de la République au développement des infrastructures qui permet évidemment, qui a un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, c'est cette importance et cet intérêt que portent les autorités publiques
au développement des infrastructures a permis d'atténuer l'impact négatif de la crise, ce qui nous a permis évidemment d'achever durant cette année de pandémie la majorité, je dirais 99% de nos projets d'infrastructures routières. Comme vous le savez, la COVID, la gestion de la COVID a été accompagnée par des restrictions de déplacement, des couvre-feux qui commencent à partir parfois de 18h, de 16h, ce qui a un impact évident sur le déroulement des activités sur les chantiers, parce que des chantiers qui sont très loin, qui se trouvent dans des contrées très éloignées, pour des équipes qui doivent se rendre du chantier vers leur lieu de résidence, ça impacte. En plus, la limitation de la présence des personnes, des attroupements, des rassemblements, cela a réduit évidemment la présence des équipes sur le terrain et cela a eu un impact sur le déroulement de nos projets d'infrastructure. Mais toute la souplesse et toute la facilité a été accordée malgré les restrictions pour que les chantiers ne s'arrêtent pas et pour que l'infrastructure et les projets se développent. Et je peux vous dire que durant cette première année de la pandémie, on a pu, Dieu merci, on a pu achever la totalité de nos projets d'infrastructure. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on comprend bien que ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Mais malgré tout, compte tenu de l'aspect stratégique de ce secteur, vous avez quand même pu assurer l'essentiel des chantiers qui étaient en cours dans le pays et pour pouvoir justement être au rendez-vous de ce développement des infrastructures de transport qui est essentiel. Exactement, tout à fait, exactement. Merci. Je vais revenir vers vous pour aborder dans le deuxième tour de questions les grands défis auxquels vous faites face en général dans les infrastructures de transport. Et je vais me retourner vers M. Claver Pachi. M. Claver Pachi, qui est directeur de cabinet du ministre de l'Équipement et de Transport de RDC. Vous avez eu justement également à faire face à cette pandémie dans le contexte d'un pays extrêmement vaste avec aussi des contraintes liées à l'approvisionnement, des contraintes liées à la disponibilité de matières, etc. Comment aujourd'hui vous avez eu à faire face à cette pandémie pour le développement des infrastructures de transport en RDC? Merci bien pour la parole, Monsieur Diop. Je pense que c'est une question assez pertinente. Comme l'a dit Son Excellence, Monsieur le ministre, tout à l'heure, la RDC a subi des impacts négatifs dus à la pandémie. Il y a eu des restrictions énormes, surtout avec l'étendue de notre pays, qui utilise les moyens, le système de transport aérien. Ça a eu beaucoup de limitations quant au développement économique, à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Les transports routiers ne pas rester sans impact. Il y a également eu des impacts assez négatifs dans les systèmes de transport routier. Il y a eu la distanciation, les mesures de distanciation qui ont impacté énormément les transports, que ce soit les transports urbains ou les transports interurbains. Pour des bus qui transportaient 70 personnes, on doit maintenant les limiter à transporter 20. Vous comprenez que même les impacts sont assez négatifs pour ces systèmes-là, que ce soit dans les grandes villes comme Kinshasa, qui comprend plus ou moins 15 millions d'habitants, ou alors dans les transports interurbains entre Kinshasa et d'autres villes de la province. Donc l'impact ici, ça a été assez négatif et ça atteint, disons, tous les secteurs de l'économie. Des restrictions avec le couvre-feu qui commence de 21h à 5h du matin. Des restrictions pour faire des tests de Covid-19, pour voyager par avion.
Ça, il faut des moyens. Et pour un peuple qui gagne déjà les minimums possibles de salaire ici dans notre pays, alors l'impact a été assez dur pour les déplacements, non seulement des personnes, mais aussi de leurs biens, des marchandises. Donc là, il faudra dire que la pandémie nous a causé beaucoup plus de tort. Et évidemment, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre, tout à l'heure, nous avions eu des chantiers au niveau des projets de construction des routes, par exemple, qui ont pu continuer quand même. Par exemple, avec la route nationale numéro 1, nous avons déjà construit, nous sommes maintenant en train de dépasser Chikapa vers les Kananga et vers Mbujimai, tout en allant vers Lubumbashi. Donc, il y a eu quand même plus de 2000 kilomètres de route qui étaient construites pendant cette année où la pandémie a joué un rôle assez négatif au niveau des économies, non seulement de la République démocratique du Congo, mais également des autres pays africains. Donc, il faudra dire qu'avec le manque de transport, le manque des infrastructures de transport dans notre pays, avec la géographie, la grandeur de ces pays, eh bien, évidemment, il y a eu limitation, même au niveau des connectivités, au niveau de communication, au niveau de déplacement des masses vers des milieux où ils pouvaient approvisionner ou se faire approvisionner. Et la pandémie a joué un rôle assez négatif dans ce sens-là. Au niveau d'autres systèmes de transport, évidemment, on peut en parler quand il y aura des questions-réponses. Les systèmes aériens également, il y a eu des chantiers qui se sont mis en place et qu'on a continué à agir. Par exemple, l'amélioration de l'aéroport de Goma. Vous savez, il y a des laves du volcan qui avaient pris une grande partie de cet aéroport international, mais aujourd'hui, avec l'aide de la Banque mondiale, on a pu terminer quand même ces chantiers de transport au moment où nous parlons. Donc, on va revenir évidemment quand il y aura des questions, mais au niveau du Congo, l'impact a été aussi assez négatif, mais il y a des chantiers qui étaient développés et qui étaient mis en place et qu'on a pu quand même agir dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, M. Pachi, pour ce tour d'horizon de la situation en RDC. Avant d'arriver chez votre voisin du Congo, je vais faire un grand détour, passer par le Maroc et interpeller M. Adil Bahi. On a vu de nouveaux bus arriver pendant la pandémie, on a vu l'accélération de la route Tizlit, Dakhla, etc. Est-ce que la pandémie a eu des impacts sur le développement des infrastructures ou est-ce que, paradoxalement, ça a été un élément accélérateur? Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité parmi vous pour participer à ce panel parmi leur Excellence, Messieurs les ministres. C'est un grand honneur pour moi. Alors, pour la question, je ne dirais pas que paradoxalement, dans le cas particulier du Maroc, la pandémie a eu un impact positif sur le développement des infrastructures. Au contraire, comme tous les pays du monde, la crise sanitaire a eu un impact, bien sûr, sur notre pays aussi dans le domaine des infrastructures, à quelques différences près. Alors, très certainement, il y a eu l'impact sur les projets qui sont en cours de réalisation. Donc, vous avez très certainement… alors, à cause des difficultés, bien sûr, d'approvisionnement des chantiers en matériaux, à cause des restrictions de déplacement, et bon, donc les chantiers ont connu un certain ralentissement du rythme des travaux, y compris, bien sûr, tous les chantiers. Quelques chantiers ont été épargnés, mais c'est des cas très rares parce qu'ils étaient déjà éloignés, donc ils étaient déjà en termes de population d'ouvriers, c'était des chantiers isolés tels que les barrages, les routes du Sud, etc. Donc, mais ça reste des exceptions. Mais la plupart des chantiers ont vu le rythme beaucoup ralentir. D'ailleurs, le Maroc a accordé officiellement donc des allonges dans les durées de réalisation pour les entreprises de travaux, donc pour tenir compte de ces problématiques de confinement. Il y a également l'impact sur la capacité de réalisation de nouvelles infrastructures à cause, bien évidemment, des restrictions budgétaires. Donc, comme tous les pays,
la crise sanitaire a engendré une crise économique. Et donc, la crise économique a très certainement impacté les hypothèses budgétaires, en tout cas les recettes de l'État. Et d'ailleurs, le Maroc a fait en 2020, c'est-à-dire l'année dernière, une loi de finances rectificative qui tient compte des réallocations que vous avez citées, monsieur Abdou Diop. Donc, naturellement, il y a eu beaucoup de réallocations donc, pour soutenir la population en difficulté. Et donc, dans le cadre de cette loi de finances rectificative. Et donc, il y a certainement un impact sur la capacité de l'État à réaliser de nouvelles infrastructures. Ça, c'est une donnée également très évidente à cause des budgets en moins, mais des recettes en moins, mais également des réallocations vers de nouvelles priorités qui sont surtout des priorités d'ordre social. Troisième catégorie, on va dire, d'impact, c'est l'impact sur l'exploitation des infrastructures existantes. Donc, vous savez, il y a les réseaux autoroutiers, les chemins de fer, les aéroports, et ce type d'infrastructure, il a un cadre de gestion d'exploitation très spécifique, donc avec des sociétés d'exploitation, et donc c'est des services qui sont payants, que ce soit les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports ou les ports, mais bien sûr à cause des restrictions sur la mobilité. Et donc, ces organes, on va dire ces institutions qui gèrent, qui exploitent ces réseaux, ont vu leur chiffre d'affaires se réduire de façon très importante. Et donc, il y a un impact sur, on va dire, sur le mode de gestion de façon générale, mais en particulier sur l'exploitation, sur la maintenance des infrastructures. Et donc, qui dit moins de chiffre d'affaires, par exemple, dans le domaine des autoroutes, dit plus de contraintes dans l'entretien de ces autoroutes, dit plus de contraintes pour le développement et la modernisation des services autoroutiers, tels que l'automatisation, etc. Et donc, un impact également très important sur l'exploitation des réseaux d'infrastructures existants. Donc, de façon très générale, les besoins de mobilité, ils ont changé, que ce soit pour les personnes et les marchandises. On ne se déplace plus comme avant. Et donc, les besoins de mobilité, à cause de cette pandémie, ont imposé de se déplacer moins, ça c'est clair. Mais au-delà de se déplacer moins, il y a des changements de certaines habitudes quotidiennes qui se sont installées. Et donc, au-delà de la crise actuelle, il y a cette tendance générale vers des choses qu'on a découvertes et qu'on se rend compte qui sont très importantes, telles que la digitalisation, la dématérialisation de certaines procédures. Il y a le télétravail. Et je pense qu'au-delà de l'aspect provisoire, on va dire conjoncturel, je dirais, au-delà de l'aspect conjoncturel de la crise, il y a des changements profonds qui vont s'installer définitivement dans notre façon de vivre de façon générale et qui ont un lien direct sur les besoins en mobilité. Et donc, il y a également le développement de beaucoup de services dématérialisés. Aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de commander des choses via Internet. Donc, même après le déconfinement, les gens ont continué de commander par Internet. Ils se déplacent moins. Les gens ont pris l'habitude de faire du télétravail, des rotations, parce que ça réduit les coûts. Et donc, au Maroc, par exemple, c'est très important de le citer, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur, qui est la loi sur la simplification des procédures. Et donc, c'est une loi qui aujourd'hui institutionnalise, on va dire, tout ce qui est simplification des procédures administratives, donc notamment via la dématérialisation. Et ça, c'est très important, ça va avoir un impact sur la mobilité des personnes. Et donc, conclusion, il y a un impact sur tous les niveaux, sur les projets qui sont en cours, sur notre capacité à réaliser de nouveaux projets d'infrastructures, sur notre façon d'exploiter les infrastructures existantes. Mais au-delà de tout ça, il y a un impact qui va être, on va dire, qui va être pérenne, qui va durer dans le temps, donc au-delà de l'aspect conjoncturel, qui est sur notre façon de se déplacer, ce qui va très certainement nous imposer une nouvelle façon
de voir nos stratégies de développement des infrastructures. Et je pense que ça, c'est la deuxième partie de votre question. Donc, je me contente de ça et je vous remercie. Merci, M. Bailly. Vous insistez sur ce changement de paradigme qui va, je veux dire, le monde d'après n'est plus le monde d'avant. Et donc, effectivement, ça nous amène à revoir beaucoup de choses puisqu'il y aura un changement de paradigme dans le mode de consommation du produit transport. Et donc, forcément, ça aura un impact important sur ces infrastructures de transport, bien sûr, qui ont connu toutes ces problématiques de capacité à réaliser, de budget, d'approvisionnement, etc. Mais surtout, ce que je retiens et qui est essentiel, c'est qu'il y a un changement post-Covid, même si on est encore dans le Covid, changement post-Covid dans le mode de transport lui-même, dans le mode de consommation du produit transport. Et donc, forcément, ça nous pousse, nous, à nous adapter dans nos modèles de développement du transport post-Covid. Mais ça, on va y revenir dans la dernière question. Je me tourne vers M. Wosso ou son représentant. Je pense que M. le ministre était là tout à l'heure, mais il a dû se libérer. Allô? Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui, M. Wosso entend, oui. Oui, d'accord. Donc, la question est de savoir aujourd'hui au Congo, quel a été justement l'impact de la crise du Covid sur le développement des infrastructures de transport et comment ça se traduit concrètement dans vos actions. Nous voudrons d'abord remercier les organisateurs qui ont bien voulu nous associer à ce forum. Aussi, je profiterai pour présenter les excuses de Monsieur le ministre qui était bien là, vous l'avez aperçu. Tout à fait. Il vient d'être rappelé rapidement pour une urgence d'État par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est ainsi qu'il nous a demandé de faire un effort de pouvoir le représenter à ce forum. Moi, je suis M. Blaise Onanga, le directeur général de l'entretien routier. J'ai à mes côtés mon collègue, le directeur général de l'équipement. D'entrée de jeu au niveau du Congo, pour que nous abordions la question liée à l'impact de la COVID-19 au Congo. Il est tout de même intéressant, si vous nous le permettez, de vous donner un très bref aperçu en 2 mots de la situation épidémiologique de la COVID au Congo. À la date du 5 avril 2021, au niveau du Congo, nous avions procédé on a organisé des tests sur plus de 120 personnes et sur les 120 000 personnes. Et sur les 120 000 personnes, aujourd'hui, près de 10 000, plus de 10 000 cas ont été testés positifs. Nous enregistrons le nombre des cas dits actifs, ils sont 650. Le nombre des guéris, 9 286. Le nombre des décès, 137. Et le taux qu'on appelle de létalité est de 1,36%. Depuis le 25 mars de cette même année, on a initié la vaccination de tous les Congolais, en commençant bien sûr par les personnels les plus vulnérables. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 10 000 personnes qui ont été vaccinées. L'idéal est d'arriver à une proportion minimum de 60% de la vaccination de l'ensemble des populations. Donc, après avoir dit ceci, vous allez constater à travers les statistiques que les chiffres ne sont peut-être pas très effrayants, mais le Congo n'a pas aussi une population assez forte. Nous sommes 5 millions d'habitants. C'est déjà des chiffres qui nous posent déjà des petits problèmes. Le premier cas de la COVID en République du Congo a été répertorié le 14 mars 2020. Et aussitôt, le gouvernement n'a pas
tardé sur les moyens à prendre des mesures drastiques pour arrêter la COVID-19. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de restrictions qui sont un peu telles que notre confrère du Maroc qui venait de les citer. Ça ne vaudrait pas la peine de revenir sur ces différentes mesures puisque ça a été des mesures appliquées un peu pratiquement dans tous les États, voire même dans tout le monde entier, les mesures de barrières, les mesures de distanciation, les limitations de mouvement à travers le pays. Et tout ceci, il y a eu des impacts très négatifs. Mais aussi, nous allons constater que la plupart, effectivement, avec toutes ces mesures, surtout de limitation des mouvements, naturellement, sur le plan des travaux routiers, effectivement, les chantiers qui avaient démarré n'ont pu encore se poursuivre. Ça, c'est normal. Sur le plan aérien, je crois que ça ne fait pas très longtemps qu'il a été autorisé le vol, le transport en aérien. Donc, c'est aussi un secteur qui a pris beaucoup de coups. Sur le ferroviaire, pareil, le ferroviaire n'a pas du tout fonctionné en dehors des mots que traîne notre transport ferroviaire. Il n'y a que ce mode de transport n'a pas été épargné aux mesures qui ont été édictées. Tout comme dans le transport maritime, donc tous les modes de transport ont pris des coûts importants. Quant à l'autre impact social ou impact économique, ce n'est que naturel. Vous savez bien que nos États africains dépendent, leurs économies dépendent très fortement des économies des grands pays développés. Aujourd'hui, les pays comme les États-Unis, les pays de l'Europe, de l'Union européenne, la Chine ont commencé à connaître des secousses économiques depuis le début de la pandémie, il faut dire jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque ces géants-là touchent, naturellement, les pays africains pour lesquels l'économie dépend prennent naturellement un coup. Et à ce coup s'ajoute, bien entendu, la lourdeur de nos endettements. Le Congo est un pays qui a comme richesse principale le pétrole. Il y a eu la baisse des taux de baril de pétrole. Il y a eu même la limitation des exportations, mais tout ceci a eu un impact important sur notre économie et ça s'est traduit par des effets très négatifs dans tous les modes de transport. Voilà, monsieur le modérateur, ce que nous pouvons dire à ce stade. Peut-être que nos échanges pourront nous permettre d'en dire davantage, mais pour le moment, je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été brillamment déjà dit, décrit par les prédécesseurs, parce que nous sommes dans la même région africaine, nos pays subissent pratiquement les mêmes conséquences. Merci beaucoup, M. Rwanga, pour ce tour d'horizon avec, bien sûr, les particularités du Congo et notamment, justement, ces contraintes liées aux problématiques budgétaires, à la facture pétrolière, etc. Donc, c'est clairement des sujets spécifiques et merci d'avoir partagé vos insights sur tous les impacts et aussi de nous avoir donné la situation de la pandémie, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir comprendre quelle est la situation de la pandémie pour pouvoir analyser à la lumière de la situation épidémiologique. Donc, après le Congo, je vais me tourner vers la Tunisie. Monsieur Slah Zouari est avec nous. Monsieur Oui. Zouari, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Toujours dans cette même perspective, quels sont les impacts particuliers de la crise Covid-19 sur le développement de vos infrastructures de transport en Tunisie? Bonjour tout d'abord à tous les participants. Permettez-moi de saluer pratiquement tous les intervenants. La Tunisie, comme tout autre pays, a subi quand même des vagues depuis mars 2020 par la première vague en fait concernant Covid-19 et elle a impacté tout à fait normal tous les secteurs d'une manière générale et principalement le secteur en relation avec le transport. Donc, durant les 2 mois, mars et avril 2020, c'était pratiquement l'arrêt total de tous les chantiers, donc un confinement général.
un confinement total et général pour tous les secteurs. Et on a passé juste après, c'est-à-dire mois de mai, juin, avec un déconfinement progressif qui a relancé un peu la reprise des travaux au niveau des chantiers routiers et autres secteurs transport. Et cette relance a quand même, on a touché que vraiment il y a pas mal d'impacts en relation avec le retard par rapport à ce qui a été prévu dans l'avancement des travaux. Bien sûr, des problèmes sociaux, certes, sur donc, la reprise qui n'était pas très attendue puisqu'il y a des protocoles sanitaires qui sont mis en place dans nos chantiers. Donc, pas mal de choses nouvelles, en fait, qui ont permis à l'administration et tous les partenaires de se familiariser avec cette nouvelle démarche pour pouvoir donc gérer bien les chantiers. Certes que le deuxième semestre, on va dire, de 2020, on est revenu à une situation plus ou moins normale et pour donc finir les chantiers qui sont déjà prévus à cette année pour les finir et bien sûr de lancer d'autres chantiers qui sont déjà programmés avec un peu de retard de quelques mois comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour ce qui concerne donc le secteur transport et surtout le secteur routier en Tunisie selon l'impact de Covid-19 en 2020. Merci beaucoup, M. Zouaï, pour ces perspectives tunisiennes, ce partage des impacts que la crise a eu et on sans doute effectivement que tous les pays ont subi des impacts, certains qui sont communs et d'autres qui sont spécifiques à chacun des pays. Monsieur Sylvain Yabada, conseiller du ministre Dubaï de Centrafrique. Vous m'entendez, votre micro? Oui, je vous entends, monsieur. Donc, votre pays traverse un certain nombre d'enjeux et de problématiques et la crise du Covid est venue se rajouter à ces difficultés. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous ce que cette crise du Covid a eu comme impact sur le développement des infrastructures de transport dans votre pays, la République centrafricaine? Oui, monsieur Yabou, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Voilà, je suis monsieur Yabada Hilaire Sylvain, je suis le conseiller du ministre des Transports et de l'Aviation civile. Je voudrais, d'entrée de jeu, présenter les excuses du ministre parce qu'il était là en train d'attendre cette réunion jusqu'à 15h35 avant d'être appelé à d'autres charges. Et en effet, je voudrais vous rassurer et vous dire que la COVID-19 a eu vraiment des impacts très, très négatifs sur les infrastructures de transport en République centrafricaine. La République centrafricaine a un seul corridor actuellement de désenclavement qui va, c'est le corridor Bangui-Douala, mais la République centrafricaine, avec le concours de la CIAC, voulait ouvrir un autre corridor qui devait aller jusqu'à Pointe-Noire. Et ce corridor devait quitter Pointe-Noire, Brazzaville, Bangui jusqu'à N'Djamena. Et donc, il était prévu une table ronde des bailleurs de fonds en mars 2020 à Brazzaville. La COVID-19 est venue bouter vraiment cette table ronde, ce qui a eu un impact vraiment très négatif sur les infrastructures parce que ça devait permettre à la République centrafricaine de faire appel de fonds pour avoir des partenaires pour nous ouvrir ce corridor. Alors, donc, vous voyez déjà les conséquences du report de cette table ronde jusqu'à nos jours. C'est maintenant que la BAD vient d'organiser des réunions passée par vidéoconférence pour vraiment nous regrettons ce qui s'est passé. Deuxièmement, sur le corridor Bangui-Douala,
il y avait un tronçon de 60 km, de plus de 60 km qui était encore en terre, qui était en train d'être construit sur le financement de la Banque mondiale. Alors, la COVID-19 est venue ralentir ces travaux-là. Alors que le financement devait finir le 20. Alors, la Banque mondiale était obligée de nous ajouter encore 8 mois de plus pour que le projet là continue. Malheureusement, la COVID a continué parce que pendant cette période, plus ils allaient en vacances et ils ont été bloqués chez eux, ils ne pouvaient plus revenir. Par la même occasion, il y avait restriction de déplacement, confinement total, et donc les travaux ont été ralentis. Alors, dès qu'on a donné le top pour la reprise des travaux, le projet a pris fin le 28 février 2021. Donc, aujourd'hui, la route est construite, mais les travaux d'assainissement et autres ne sont pas encore finis et le financement a été bloqué, a pris fin le 28 février 2021. Voilà vraiment, donc c'est une conséquence. Sur le même corridor qui va de Bangui à Douala, il y avait plus de 400 km de route bitumée dont l'état était vraiment très, très mauvais et il fallait faire des travaux de traitement des points critiques sur ce même financement. À peine les travaux ont été relancés, à peine la COVID est arrivée et les travaux n'ont pas fini. Aujourd'hui, nous cherchons encore un autre financement pour faire le traitement de ces points critiques. C'est vraiment encore une autre conséquence que vous voyez, vous allez mesurer à travers la COVID. Aussi, dans le cadre de ce même projet, il avait été prévu la construction d'un prototype de gare routière sur le corridor Bangui-Douala. C'est à 425 km de Bangui. Une fois ce prototype de gare routière fini, on devait prendre ça, le modèle, pour dupliquer au Cameroun, pour dupliquer aussi au Tchad, parce que le projet prenait en compte ces 3 États. Malheureusement, la COVID-19 est venue. Aujourd'hui, nous avons fini de construire le bâtiment qui doit abriter les locaux, mais la plateforme n'a pas encore été finalisée parce que COVID-19 a ralenti les travaux et le projet est déjà fini, comme je l'ai dit, depuis le 28 février 2021. Je vais vous donner aussi un autre exemple. La République centrafricaine était en train de vouloir signer une convention de financement pour la modernisation de l'aéroport international Bangui Mpoko. Au moment où les partenaires de l'Arabie saoudite devaient venir, un programme bien ficelé, la COVID-19 est arrivée. Cette pandémie vraiment diablesse est venue tout remettre en cause. Aujourd'hui, nous sommes en train encore de chercher encore des financements et peut-être aller vers eux pour qu'ils reviennent vers nous pour que l'aéroport international, le seul aéroport international, soit modernisé. Voilà d'entrée de jeu ce que nous avons connu pendant cette période, ce que la pandémie de la COVID-19 a eu comme conséquence, comme impact sur les infrastructures de transport en République. Merci, M. Yabada. On se rend compte effectivement qu'il y a eu un impact très important de la COVID-19, que ce soit sur le développement des infrastructures, mais aussi sur toute la partie mobilisation de financement extérieur pour le pays, et donc forcément des impacts sur les délais de réalisation des corridors routiers de désenclavement régional qui sont prévus. Et bon, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans les différents tours d'horizon, où effectivement cette COVID-19 a eu un impact très fort dans ces différents pays. Maintenant, je vais aller dans le deuxième axe sur les défis et j'aimerais faire un regard croisé entre pays voisins. Donc, je vais me tourner vers, je dirais, le Maroc et la Mauritanie. Ces 2 pays voisins qui partagent énormément de choses, des corridors routiers, ce fameux axe
Tanger-Dakar qui passe par Nouadhibou-Nouakchott, donc extrêmement important axe qu'on a vu lors du développement du Covid. On a aussi les ports de Nouadhibou, Nouakchott, Casablanca et Tanger qui jouent un rôle très important dans ce développement commercial ouest-africain, les aéroports de Nouakchott et de Casablanca qui forment des hubs régionaux, continentaux ou sous-régionaux. Donc aujourd'hui, quels sont les grands défis que vous vivez en termes de développement des infrastructures de transport et en particulier en étant des plateformes hub entre soit différents pays africains, quand je dis la Mauritanie, c'est un carrefour entre le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, et il y a beaucoup de flux entre ces différents pays, ou le Maroc qui constitue un hub important entre l'Afrique et l'Europe. Quels sont les grands défis que vous vivez en tant que plateforme de hub dans le développement des infrastructures de transport? Monsieur Bahi d'abord, ensuite Monsieur le ministre. Alors, rebonjour. Merci pour cette question très importante. Alors, si j'ai bien compris, donc votre question est la suivante. Comment les pays tels que le Maroc et la Mauritanie peuvent continuer de jouer leur rôle régional en tant que hub pour la mobilité des personnes et de la marchandise? Je pense que pour répondre à cette question, il faut, faut voir ça. D'ailleurs, ça me ramène à une question à laquelle j'ai préparé quelques éléments de réponse, qui est la question sur la coopération. Je pense qu'effectivement, les besoins de développement d'infrastructures doivent être vus ensemble entre les pays, puisque aujourd'hui, dans les grands corridors de commerce internationaux ou régionaux, il y a ce besoin d'intégration régionale des pays, de connexion d'infrastructures, d'établissement de nouvelles liaisons, de façon à construire des réseaux, on va dire, régionaux de transport. Alors, le Maroc comme la Mauritanie, je pense, nous, de toute façon, on s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il y a bien sûr les besoins internes, nationaux, auxquels il faut bien sûr répondre en termes de déplacement, de mobilité, mais également, on voit également les besoins d'échange avec l'extérieur et également les opportunités. Donc, je ne parle pas seulement du commerce avec l'extérieur, mais également des opportunités qu'on peut saisir, tel qu'on l'a fait avec le port de Tanger-Med. Et dans cette configuration, le Maroc a développé, on va dire, deux grands axes, deux grands corridors de transport multimodaux, à savoir l'axe atlantique, donc qui commence à Tanger, donc avec le point d'atterrissage qui est le port de Tanger-Med, qui est aujourd'hui l'un des plus grands ports dans la région, et qui est connecté au chemin de fer, à l'autoroute. Et cette autoroute et ce chemin de fer, ils vont de Tanger, en longeant l'océan Atlantique, aujourd'hui jusqu'à Agadir, donc jusqu'à Marrakech pour le chemin de fer, et jusqu'à Agadir, Tiznit pour l'autoroute. Et aujourd'hui, vous le savez, il y a la voie express qui est pratiquement au même standard qu'une autoroute, qui est en train d'être construite jusqu'à la ville de Laayoune, avec une continuité jusqu'à l'extrémité sud, qui est Dakhla, avec des conditions, des caractéristiques, on va dire géométriques très confortables, donc à 9 mètres, donc une largeur entre Laayoune et 9. Alors, au niveau de cet axe, pour nous, qui est stratégique, donc l'axe atlantique, nous avons bien sûr une infrastructure
routière très performante qui joue un rôle très important, comme vous l'avez dit, dans les échanges entre la Mauritanie et le reste des pays subsahariens ainsi que l'Europe. Mais également, nous avons le chemin de fer Marrakech jusqu'à Tanger, avec le TGV entre Casablanca et Tanger. Et nous projetons, ça a été annoncé par Sa Majesté dans l'un de ses derniers discours, on compte bien développer une liaison ferroviaire vers le sud, donc Marrakech-Agadir. Deuxième axe très stratégique, donc qui joue à peu près le même rôle d'intégration régionale donc, du pays dans les grands corridors de transport et de commerce régionaux. Donc, c'est le corridor transmaghrébin, donc de Casablanca jusqu'à Oujda, donc sur la frontière algérienne. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans l'extrémité sud de l'axe atlantique, il y a le nouveau port de Dakhla qui va être construit, dont l'objectif, qui sera lancé dès cette année, dont l'objectif va être à peu près la même chose que l'objectif du port Tangemed dans le nord, et donc une plateforme d'échanges et d'échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique, mais également de l'Europe. Donc, c'est un axe très important avec une connexion ferroviaire et routière performante, ponctuée donc, de part et d'autre de ports performants, avec au milieu, bien sûr, au passage, le port de Casablanca qui joue un rôle très important. Donc, même chose pour le corridor est-ouest, donc Casablanca-Oujda, à la frontière algérienne. Ce corridor va être connecté donc, à la Méditerranée également au niveau de Nador, avec le nouveau port de Nador Ouesmed qui sera achevé dans à peu près 1 année et demie ou bien 2 ans. Donc, cette connexion vers le nouveau port de Nador va constituer un troisième axe de corridors transrégional qui vont continuer de jouer le rôle dans l'intégration régionale du Maroc dans son environnement direct, donc, à savoir le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et donc, le positionnement du pays en tant que hub, pour nous, est une donnée stratégique très importante. D'abord, parce que ça bénéficie au pays en termes de mobilité. Il faut dire que ces corridors d'intégration régionale jouent également des rôles très importants dans les déplacements internes. Ils sont très importants pour nous, mais également ils constituent pour nous des opportunités pour tout le trafic de passage, que ce soit routier ou bien même portuaire. Vous savez que le port de Tangemed fait un chiffre d'affaires très important à travers donc, le transbordement. Donc, notre positionnement, il est double. Le développement de ces corridors est très important parce qu'il répond à une grande partie de nos besoins internes, mais également parce qu'il permet de saisir des opportunités dans le trafic et dans les échanges régionaux et internationaux, notamment de marchandises. Et donc, on va continuer dans cette logique avec le port de Nador Ouesmed qui est en train de se construire, et lequel port va être connecté au reste du réseau autoroutier par la liaison autoroutière Nador-Taourir, donc qui va connecter ce grand port au reste du réseau autoroutier pour que la dynamique économique qui sera créée par ce nouveau port de Nador Ouesmed puisse atteindre toute la région du Nord, également le port de Dakhla, également dans cette logique de saisir les opportunités de trafic dans la région. Donc, il va avec, bien sûr, un objectif similaire à celui de Tangemed et Nador Ouesmed, celui de créer une dynamique économique autour du port. Et pour cela, il est très important que ces ports soient connectés à des infrastructures routières et ferroviaires très, très, très performantes. Et c'est le cas d'ailleurs, c'est un peu la logique de construire le port de Dakhla avec la route express vers Dakhla, donc en même temps. Merci, voilà. D'accord, merci. Merci pour cet éclairage sur
les différents enjeux et surtout sur cet enjeu extrêmement important d'intégration régionale. Et je pense que justement, ça crée des défis spécifiques. Je sais que aujourd'hui, la Mauritanie est située au carrefour de ces différentes régions et souvent utilisée aussi comme zone de transit, hein, puisque on a beaucoup de marchandises qui circulent du Maroc vers le Sénégal, vers le Niger, vers la Mauritanie, vers le Burkina, etc. Donc, comment justement relever ce défi de développement des infrastructures de transport quand quelquefois ça bénéficie plus à d'autres qu'à nous-mêmes et dans ce contexte d'intégration régionale? Monsieur le ministre, en continuité à la question que j'ai posée à Adil et en rajoutant ce point de plateforme de transit à enjeu particulier. Le micro. Le micro, on ne vous entend pas. Voilà. C'est bon. Donc, d'emblée, je vous présente les esquisses de Monsieur le ministre, M. Mohamed, qui vient d'être appelé d'urgence aussi à d'autres missions. Moi, je suis le conseiller chargé des infrastructures au niveau du cabinet du ministre. Donc, du point de vue, vous avez parfaitement raison, du point de vue situation géographique de la Mauritanie, c'est une position stratégique qui lui donne le nom de trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. C'est pour cette raison que les échanges au niveau qui transitent des pays du Nord, comme le Maroc et l'Europe, vont vers l'Afrique subsaharienne, transitent essentiellement sur le réseau routier mauritanien. C'est pour cette raison que nous dans notre stratégie de relever les défis des impacts liés à la COVID, c'est d'achever, c'est l'achèvement des interconnexions entre les réseaux routiers internationaux, parce que le défi n'est pas un défi national, c'est un défi sous-régional et j'allais dire planétaire. Donc, l'achèvement de cette interconnexion pour faciliter vraiment les échanges internationaux, parce que nous, entre nous et le Maroc, nous échangeons énormément de produits qui sont vitaux, liés par exemple aux produits agricoles, produits industriels, et qui font qui transitent aussi vers l'Afrique subsaharienne, comme vous l'avez bien dit. Et le deuxième point, c'est que la Mauritanie a commencé un programme de développement des ports et des zones économiques stratégiques telles que Nouadhibou, comme érigé en zone franche, où on doit aussi remettre le port de Nouadhibou aux normes d'une manière avec extension de leur territoire central et aussi pour pouvoir accueillir des bateaux de grande envergure. Ajouté à cela, nous avons développé aussi tout récemment le port de Ndiagou, plus au sud, toujours sur le littoral, vers la frontière vers le Sénégal. C'est un port aussi qui est destiné essentiellement au trafic de débarquement, surtout au niveau des produits de pêche. Cette interconnexion avec le port de Nouakchott, qui joue un rôle central, qui reçoit l'essentiel des trafics maritimes. Donc, la conjugaison de l'intermodalité entre le transport routier essentiellement et le transport portuaire, c'est la stratégie de la Mauritanie repose sur ces deux piliers. Du moment que le réseau ferroviaire est essentiellement c'est un réseau essentiellement lié au transport minéralier entre Zouérat et Nouadhibou. Donc, je répète que l'interconnexion de notre réseau par rapport entre Nouakchott et Nouadhibou via bien sûr Tanger,
et Dakar, c'est stratégique. C'est pour cette raison que tout récemment, les deux présidents, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le président sénégalais, son Excellence M. Macky Sall, ont procédé à la signature des contrats du pont de Rosso. Le pont de Rosso, c'est la partie où il y avait vraiment un goulot d'étranglement de trafic de transit au niveau des fleuves Sénégal. Donc, ce pont va jouer aussi un rôle d'accélérateur des échanges. Bon, essentiellement, ce sont ces trois points qui sont liés aux défis que nous voulons vraiment développer ces temps-ci. Donc, la mobilisation des financements, comme le défi est tout à fait planétaire, donc la remobilisation des financements, l'affectation des dépenses et la demande de transport qui va s'accélérer, qu'on voit actuellement la demande de transport au niveau surtout l'aérien, avec l'ouverture après les vaccinations, après le confinement, il y aura donc une grande demande de transport aérien. Ça, c'est au niveau planétaire, donc il y aura une augmentation. Sur ce côté aussi, nous attendons des échanges entre Rabat, Casablanca, Nouakchott et Alger, et ainsi de suite. Et au niveau de Nouakchott-Dakar, et donc la compagnie mauritanienne aérienne dessert pratiquement la zone de l'Afrique de l'Ouest et vers l'Afrique centrale. En résumé, c'est ce que nous pouvons dire sur ce point-là. Merci beaucoup pour cet éclairage et aussi je dirais le point fait sur ce pont de Rosso. C'est vrai que depuis de nombreuses années, je travaille beaucoup sur les infrastructures en Afrique et il y a deux projets que j'entends régulièrement. C'est le pont de Rosso et le pont sur le fleuve Congo. Là, on vient de lancer des travaux sur Rosso. Ça permet de me tourner vers mes amis de RDC et du Congo. Justement, on parle beaucoup je parlais tout à l'heure de regards croisés, donc ces regards croisés de voisins entre le Maroc et la Mauritanie et toute cette dorsale ouest-africaine et nord-africaine. Pour le Congo et la RDC, c'est un axe stratégique de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, quels sont les défis en matière de transport et aussi en matière de coopération régionale pour justement avoir cette intégration régionale? Donc, Monsieur Claver, ensuite Monsieur Onanga. D'accord, merci beaucoup. Je m'excuse pour les amis qui viennent de nous joindre parce qu'on n'a pas présenté les excuses de Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication de la République démocratique du Congo, qui est en fait sous les draps. Il a une grippe qui lui a enlevé sa voix et ne pourra pas être ici avec nous. La question que vous soulevez, elle est essentielle au niveau de l'Afrique centrale, surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo et notre voisin, la République du Congo. Il y a des efforts qui avaient commencé avant la pandémie, des discussions d'ailleurs, par une réunion qui a eu lieu à Brazzaville pour commencer déjà à voir comment est-ce qu'on pourra mettre en œuvre le pont rail entre Kinshasa et Brazzaville. Ça, c'est important, évidemment, parce que le Congo, étant la République démocratique du Congo qui s'impose ici au niveau de l'Afrique centrale, devra s'ouvrir au niveau des infrastructures pour qu'on puisse connecter le nord et le sud. Alors, ce pont rail entre Kinshasa et Brazzaville reste un projet très important et nous pensons que, n'eût été la pandémie, nous allions avoir beaucoup d'avancées là-dessus en ce moment. Néanmoins, il faudra dire que la réalisation de ce projet va ouvrir justement l'Afrique, va ouvrir les pays du Nord pour traverser la République démocratique du Congo vers le sud. Parce que, comme je l'ai dit avant, nous avons la route nationale numéro 1 que nous sommes en train de construire jusqu'à Lubumbashi. Mais de Lubumbashi, on est déjà connecté avec la Zambie. En fait, de la Zambie, on peut même aller jusqu'en Afrique du Sud par route. Donc, ce projet
de pont-rail entre Kinshasa et Brazzaville va nous donner ces opportunités-là. Ensuite, il faut parler de ce projet de port en eau profonde de Banana. C'est un projet très important. Il y a des contrats qui étaient signés entre la République démocratique du Congo et DP World. Et ces contrats sont toujours en train d'être négociés. Il y a des avenants qui se font signer en ce moment. Et nous pensons que dans un délai bref, il y aura des travaux qui vont devoir commencer là-bas. Mais évidemment, la pandémie a retardé beaucoup de choses, entre autres la mise en œuvre de ce projet de construction en eau profonde de Banana. C'est un projet assez important en ce qui concerne le corridor ouest. Ça va connecter, n'est-ce pas, les pays de la région, mais aussi les pays du reste de l'Afrique. Mais ça nous permettra également de continuer maintenant à négocier avec nos voisins du sud, l'Angola, je voulais dire, pour qu'il y ait en fait une route qui connecte la République démocratique du Congo et l'Angola. C'est de notre côté où en fait je pense que nous retardons un peu les choses pour mettre les infrastructures en place, mais je pense que ce corridor est très important au niveau de l'Ouest pour qu'il puisse être construit. Quant à l'Est, il y a aussi un projet de corridor nord-est où on est en train de penser à construire un chemin de fer, mais aussi des routes qui vont connecter les pays lacustes. Donc, nous voulons ouvrir la région, les pays à la région, la connectivité entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, et le Rwanda, le Burundi, y compris la Tanzanie. Nous voulons également, nous pensons qu'il y aura un projet qui sera établi après avoir construit le port en eau profonde de Banana, mais on pense aussi déjà à un port au niveau du lac Tanganyika, qui nous aiderait maintenant à connecter avec la Tanzanie. C'est très important, donc, cette ouverture régionale par rapport aux corridors qui sont mis en place dans la région pour l'interconnectivité au niveau donc, de la région. Je suis convaincu que si nos pays travaillent ensemble et mettent en place les plans des politiques publiques en ce qui concerne la construction des infrastructures, ça va ouvrir l'Afrique, ça va ouvrir tous les pays pour que le développement puisse s'accélérer, la croissance économique puisse s'accélérer. Donc, voilà. Alors, mais au niveau des défis, il y a des défis quand même internes aussi. Ça, c'est au niveau régional, mais il y a des défis internes. Je vais mentionner seulement rapidement peut-être des défis de changement de comportement au niveau national, au niveau domestique. Avec la pandémie, évidemment, il y a cette distanciation qu'il faut faire, il y a ces portes de masques, il y a des nombres de passagers, surtout dans les bus. Nous venions d'acquérir 440 bus, 440 nouveaux bus pendant la pandémie que nous avons mis en place dans notre pays. Mais évidemment, avec deux mesures qui sont là, les nombres de passagers qui diminuent, évidemment, comme notre collègue de la Mauritanie l'a dit tout à l'heure, la demande va être croissante. La demande va augmenter. Les nombres de bus seront augmentés. Mais il faut des politiques, n'est-ce pas, des gestions même des systèmes de transport au niveau urbain, les tramways qui peuvent être utilisés. On ne peut pas se limiter à un seul système de transport, il faut la multimodalité, n'est-ce pas? Nous avons tout un fleuve qui n'est pas utilisé. C'est une route, mais qui n'est pas encore utilisée. Il faut utiliser les systèmes multimodaux pour essayer de diversifier les systèmes de transport qui va aider justement nos populations à aller de l'avant. Voilà un peu ce que je peux dire à ce moment. Pour cet éclairage sur cette dynamique de développement des infrastructures de transport en Afrique centrale et surtout dans une perspective d'intégration régionale et de connectivité avec les différentes régions autour de la RDC. Je me tourne vers M. Blaise Onanga, toujours dans cette même perspective, ainsi que les défis liés au développement des infrastructures de transport. Merci, monsieur le modérateur. Nous intervenons aussi bien en notre qualité de directeur général de l'entretien routier, mais nous avions un léger avantage d'être le point focal dans le cadre de la mise en œuvre de ce que nous appelons dans l'espace CAC, le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale. C'est-à-dire que
les pays, le Tchad, la RCA, le Cameroun, le Sao Tomé-Principe, Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Burundi, le Rwanda, l'Angola, tous ces pays-là mis ensemble ont défini depuis 2004 un plan directeur consensuel de tous les modes de transport. Et depuis 2024, nous sommes en train de l'exécuter. Comme venait de le dire notre collègue, le conseiller du ministre de la RCA, n'eût été la pandémie de Covid, nous serions déjà assez avancés sur beaucoup de projets. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet, de ce plan qui compte dans son ensemble 33 projets, qui sont classés en 3 catégories. La première catégorie, les premiers projets dits prioritaires étaient 55. Aujourd'hui, nous en avions déjà réalisé, il nous reste une vingtaine qui nécessitent, n'est-ce pas, l'organisation des tables rondes pour solliciter aux bailleurs de fonds d'apporter les fonds pour achever cette première phase des projets. Dans ce programme, il dégage des priorités. La première priorité est que tous les pays de l'Afrique centrale, espace CAC, les capitales de tous les pays doivent être connectées par une route bitumineux. Ça, c'est la première priorité. Et sur ce plan, ce premier défi, nous pouvons dire qu'avec la RDC, pour prendre le cas de nos voisins d'en face, nous avions déjà le pont Routerail avec construction de chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Ce pont-là est suffisamment avancé. Les financements ont été déjà mobilisés. N'eût été la pandémie, je pense qu'on serait déjà passé à la phase de construction déjà de l'ouvrage sur le fleuve Congo. Les deux pays ont l'avantage de développer, que ce soit en RDC ou au Congo, des zones économiques spéciales qui sont situées dans le Maluku, au niveau de la RDC et Maluku au niveau du Congo. Avec notre voisin, le Cameroun, au moment où nous parlons, je pense que sur les 600 km qui séparent Brazzaville, qui séparaient Ouesso, parce que c'était le chaînon manquant, et Sangmelima, nous pensons que d'ici fin avril, il sera déjà possible de partir avec un véhicule de Brazzaville jusqu'à Yaoundé. Avec nos autres voisins de la RCA, comme l'a dit le conseiller tout à l'heure, nous avions repris langue avec la BAT et au moment où nous parlons, nous sommes en train de mettre en place déjà des procédures pour la mise en œuvre du projet que nous désignons le corridor de développement numéro 13 qui vise à relier Brazzaville avec Bangui et pourquoi pas avec la RCA. Du côté du Gabon, au moment où nous parlons, déjà les travaux avancent tant bien que mal, n'eût été la Covid, en direction de Libreville pour assurer une liaison entre Brazzaville et Libreville. Donc, pour dire, monsieur le modérateur, que c'est le pays, l'espace CAC a l'avantage de disposer déjà de ce programme qui met en cohérence tous les modes de transport, que ce soit le transport routier, le ferroviaire, le portuaire, l'aérien. Et on est juste à, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas aussi faire face à ces défis si nous ne sommes pas accompagnés par les bailleurs de fonds qui doivent en fait nous soutenir pour la mise en œuvre de ces différents défis. Maintenant, de manière générale, tout ceci ne peut pas avoir lieu si le défi principal, celui d'éradiquer la pandémie, n'a pas abouti. Donc, nous ne débrayons pas, nous continuons toujours à maintenir les mesures barrières, nous continuons à maintenir les mesures pour faire en sorte que la pandémie, parce que tant qu'il y aura la pandémie autour de nous, ce serait certainement pas possible de pouvoir faire aboutir les différents projets que nous sommes en train d'envisager. Tout à fait. Voilà à ce stade ce que nous pouvons vous dire, parce que nous n'avons pas comme voisin que la RDC,
On a aussi comme voisin aussi la RCA qui est aussi représentée de l'autre côté par un collègue conseiller. Les choses avancent assez bien. Nous avons juste besoin de l'appui des bailleurs de fonds internationaux. Nous avons déjà une plateforme qui peut mettre en cohérence nos modes de transport parce que nous pensons que l'Afrique ne peut pas se développer isolément. Il faut que les pays, les ensembles se mettent ensemble pour harmoniser leur économie et assurer un développement intégré. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Onanga. Je vais me tourner vers le voisin, monsieur Yabada, toujours dans cette même continuité, le voisin centrafricain, avant de donner la parole à Slah Zouari de la Tunisie, une petite escale en Centrafrique pour voir comment vous gérez ces différents défis du développement des infrastructures de transport dans cette dynamique d'intégration régionale. Je vous remercie, M. Abdou, pour la parole. J'avoue, je vous le dis très sincèrement que la République centrafricaine a devant elle plusieurs défis pour développer les infrastructures de transport. La République centrafricaine est actuellement située au cœur du continent, et la capitale Bangui est située au croisement même des capitales africaines. Vous voyez, lorsque vous quittez Bangui pour arriver à Brazzaville ou Kinshasa, vous avez 1h30 de vol. Vous quittez Bangui pour Yaoundé, vous avez 1h30. Vous quittez Bangui pour N'Djamena, c'est 1h30. Aujourd'hui, le défi qui se pose à la République centrafricaine, c'est de tout faire pour moderniser l'aéroport international Bangui-Mpoko. Nous voudrions faire de cette situation d'enclavement une opportunité pour que l'aéroport de Bangui devienne un hub pour toutes les capitales de l'Afrique centrale et pourquoi pas de l'Afrique de manière générale. Et donc, c'est un défi que les autorités de la République centrafricaine ont devant eux et sont en train de tout mettre en œuvre pour que cette situation d'encadrement soit transformée en opportunité. L'autre défi que nous avons devant nous, c'est quoi? Nous voudrions diversifier le voie de désenclavement de la République centrafricaine. Hier, nous étions sur Pointe-Noire. Au regard des événements que nous avons connus, nous sommes allés sur Douala. Aujourd'hui, la République centrafricaine est en train de revenir aussi sur Pointe-Noire. Je veux parler de la République du Congo. Et comme a dit le DG Onanga tout à l'heure, la BAD est en train de nous accompagner puisque la table des bailleurs, que je l'ai annoncé en mars 2020, n'a pas eu lieu. De Ouesso en République centrafricaine jusqu'à N'Djamena en passant par Bangui. Et donc, ce financement va permettre à la République centrafricaine de s'ouvrir sur Pointe-Noire. L'autre défi aussi, c'est quoi? Ça, c'est vers le sud. Nous voudrions aussi nous ouvrir vers le port Soudan. Avec le COMESA, nous avons bien avancé parce que le COMESA tient un lead pour réunir 5 États qui utilisent le corridor du port Soudan. La République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, et le Tchad. Et donc, s'il n'y avait pas les événements de Khartoum, puissent s'ouvrir sur le port Soudan. Et donc, c'est vraiment des défis auxquels la République centrafricaine, mon pays, est confronté. Aujourd'hui aussi, 80% des produits pétroliers consommés à Bangui ou en République centrafricaine de manière générale viennent de la RDC. Et la seule voie qui est utilisée, c'est la navigation, la voie d'eau. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous avons des problèmes d'étiage. Il y a des problèmes d'ensablement. Et nous sommes en train, avec la BAD aussi, de nous entendre pour que cette voie fluviale soit navigable. Aujourd'hui, nous le faisons 6 mois sur 12, mais si on peut aller jusqu'à 10 mois, ça serait vraiment une bonne chose pour la République centrafricaine. Je le dis aussi parce que
je le répète, 80% des produits pétroliers viennent de la RDC. Alors, avec les partenaires aussi, la République centrafricaine est en train de vouloir, avec la CAC, construire un pont sur l'Oubangui qui va permettre à Bangui, la capitale, d'avoir le nord de la RDC. La RCN n'a que 5 millions d'habitants, alors qu'en face, au nord de la RDC, nous avons peut-être le double, le triple de la population centrafricaine. C'est un marché très important et c'est un défi pour la République centrafricaine. Nous sommes en train de nous battre, les autorités sont en train de se battre pour qu'on s'ouvre aussi sur le nord du Congo à travers ce pont qui doit être construit dans les tout prochains jours. Et donc, il y a aussi le chemin de fer qui doit, si nous ouvrons le corridor du port Soudan, il y a un complément de chemin de fer qui va s'ouvrir, qui va continuer de Niala jusqu'à Amdafok sur le territoire centrafricain. Voilà de manière vraiment succincte les défis. Il y en a beaucoup, mais c'est c'est la priorité que la République centrafricaine, à travers le département des transports, a mis devant elle pour les prochaines années qui viennent. Merci, M. Zouari. Aujourd'hui, la Tunisie est au carrefour aussi de l'Europe, de la Libye, de l'Algérie. Aujourd'hui, comment vous gérez ces différents défis dans le cadre de la dynamique de connectivité et d'intégration régionale? Effectivement, donc parlant d'intégration de la Tunisie vis-à-vis surtout connexion vers les pays africains, il y a toujours, nous avons deux voisins, donc vous avez dit que c'est la Libye puis l'Algérie. Avec la Libye, on vient d'achever donc l'autoroute jusqu'à Ras Jdir, donc la zone frontalière entre la Libye et la Tunisie. Et on continue à le faire. Il reste que 80 km en fait pour finaliser le tronçon et connecter vers donc, la frontière algérienne. Donc cette autoroute s'intègre bien dans la transmaghrébine et comme je viens de le dire, donc nous finalisons les 80 km vers la frontière algérienne pour pouvoir dire que le tronçon maghrébin, de la transmaghrébine en fait, est totalement en forme autoroute. Je rappelle aussi que la Tunisie est membre du comité de liaison de la route transsaharienne. Donc cette route qui prend naissance à partir d'Alger jusqu'à Lagos, avec ces trois bretelles tunisiennes et bretelles tchadiennes et la bretelle aussi de Niger. Donc, nous sommes membres et la partie tunisienne, en fait, est achevée, elle est complètement fonctionnelle. Et actuellement, on passe à une création nouvelle qui va remplacer cette route nationale 3 par une autoroute qui vient d'être lancée en tant qu'appel d'offres à partir de la capitale Tunis vers donc, le sud. Et cette opportunité va certainement va apporter beaucoup pour une connexion meilleure entre les différents pays africains. Donc, la Tunisie programme et essaie de maintenir ce défi pour lancer les grands projets en relation avec les constructions autoroutières. Cette année, donc 2021, nous aurons à démarrer les 200 km qui sont prévus d'autoroute entre la capitale et Gelmas, c'est juste à 200 km de Tunis, mais qui va être poursuivi par la suite jusqu'à Gafsa, zone frontalière avec l'Algérie, et bien sûr pour se connecter par la suite à la transaérienne Lagos-Alger.
Merci beaucoup, Monsieur Zouali, pour ce tour d'horizon. Donc, on voit que effectivement, il y a énormément de projets de développement d'infrastructures routières à travers le continent, et notamment beaucoup de projets de corridors, beaucoup de projets d'interconnexion. Même si c'est retardé par le Covid, ça donne beaucoup d'espoir à cette Afrique connectée dans le contexte de la zone de libre-échange continentale. Maintenant, ça me permet d'ouvrir sur le dernier tour d'horizon et le dernier axe. Effectivement, il y a beaucoup de projets, des projets qui sont là depuis de nombreuses années dans un contexte particulier. Aujourd'hui, ce contexte évolue. Donc, j'ai parlé de la zone de libre-échange continentale. Monsieur Bailly avait parlé tout à l'heure du nouveau modèle de consommation du transport avec la digitalisation, avec un certain nombre de choses. Monsieur Onanga avait parlé des différentes nouvelles configurations de nombre de personnes dans les transports, etc. Donc aujourd'hui, ça me permet d'ouvrir la question sur quel modèle doit-on adopter pour accélérer le développement des infrastructures de transport dans l'avenir, dans un contexte où effectivement les modèles de consommation changent, la donne géopolitique du continent change. Quels sont, de votre point de vue, les nouveaux modèles qu'on doit adopter pour développer les infrastructures de transport? Monsieur Bailly d'abord, ensuite je donnerai la parole à Monsieur Claver, ensuite à la Mauritanie. Monsieur Bailly. Merci, Monsieur Abdou. Donc, vous avez très bien résumé la situation. Il y a un environnement qui est changeant, caractérisé essentiellement, je pense, par deux éléments très importants. D'abord, comme vous avez dit, le changement dans notre mode de consommation des transports. Et deuxième élément très important, c'est la rareté des ressources en temps de crise. Comme vous le savez, toutes les infrastructures de transport dont on a parlé, et nos chers amis ont évoqué les retards causés par les tables rondes qui n'ont pas été tenues et donc les difficultés de financement. Les infrastructures sont des projets budgétivores, donc qui nécessitent beaucoup de budget, et le facteur financier, l'élément financier, il est déterminant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en face de deux éléments très contraignants. Une nécessité de changer notre façon de consommer les transports. Et deuxième élément, réinventer les modèles pour poursuivre la construction des infrastructures. Donc, on a besoin de s'adapter. Pour résumer, aujourd'hui, on a besoin de s'adapter. La question est de comment s'adapter. Et donc, d'où la question sur le nouveau modèle. Je pense que le point de départ doit être la réévaluation des besoins en mobilité, que ce soit des personnes ou bien des marchandises. Donc aujourd'hui, il est très important de réviser notre évaluation des besoins en matière de mobilité de personnes, mais également de marchandises, en tenant compte de tous les éléments dont on vient de parler. Il faut préciser que l'infrastructure n'est jamais un objectif en soi. Celui qui atterrit dans un aéroport, l'aéroport n'est jamais sa destination finale. Celui qui vient dans un port, le port n'est jamais sa destination finale. Celui qui traverse une route ou une gare ferroviaire, ces endroits-là, ces infrastructures ne sont jamais une destination en soi, ce n'est qu'un passage. C'est pour ça que, quel que soit le modèle de développement aujourd'hui, en tout cas, on a déjà des stratégies long terme, mais on dit qu'aujourd'hui, il faut les revoir. Et donc, quel que soit le modèle de développement des infrastructures, il faut absolument qu'il soit inscrit dans une vision intégrée qui intègre à la fois le développement de l'infrastructure, mais également le développement des autres secteurs. Donc, l'industrie, notamment l'industrie, le tourisme, l'agriculture. Donc ça, c'est très important. Premier élément très important. L'infrastructure ce sont des projets au service d'autres secteurs. Ça, il faut le souligner. Comme je viens de le dire, l'infrastructure n'est jamais une destination en soi. C'est un élément
au service d'autres secteurs. Et c'est ces secteurs-là qui sont créateurs de richesse, donc créateurs d'activités économiques. Le projet d'infrastructure est un créateur, on va dire, d'emplois, essentiellement au moment de la construction, mais après, c'est une infrastructure au service d'autres secteurs. Et donc, on a besoin de cette vision intégrée qui intègre à la fois le développement de l'infrastructure, mais au service des autres secteurs, d'autres stratégies sectorielles, notamment industrielles, commerciales, touristiques et agricoles. Donc ça, c'est un élément très important. Et donc, il est nécessaire d'évaluer les besoins de ces services. Donc, à partir du moment où on commence à voir ça de façon globale et intégrée, il faut qu'on puisse savoir quels sont les besoins réels de ces secteurs aujourd'hui et dans l'avenir pour pouvoir dimensionner nos stratégies de développement des infrastructures. Alors, le modèle, une fois il tient compte de ce changement de consommation des transports, une fois qu'il tient compte également des besoins des autres stratégies sectorielles, donc industrielles, agricoles et touristiques notamment, il est très important à partir de là de trouver les mécanismes de financement qui sont nécessaires. Et là, c'est l'une, à mon avis, des principales difficultés, même si l'exercice aujourd'hui, il est vraiment très difficile de faire des projections dans l'avenir à cause justement de cette pandémie. Et donc, personne aujourd'hui dans le monde n'est en mesure de prévoir l'évolution de la pandémie. On voit la France après une année, après plus d'une année qui est en train de reconfiner. Beaucoup de pays sont en train de reconfiner. Et donc, ce manque de visibilité sur l'avenir à cause de la pandémie rend l'exercice de projection dans l'avenir vraiment très difficile, ce qui complique davantage la problématique de réévaluer le besoin donc pour adapter nos stratégies sectorielles. Donc, et par conséquent, notre vision sur le financement des infrastructures doit tenir compte de tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus continuer à faire tout ça tout seul. Il est nécessaire d'impliquer le privé. C'est pour ça qu'il est nécessaire dans ce modèle, quel que soit le modèle en tout cas de développement, qu'il tienne compte de cette vision intégrée, mais qui fasse participer le privé dans le cadre de contrats de partenariat. Tenir compte également des nouvelles technologies de l'information dans l'exploitation des infrastructures. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone portable et tout le monde utilise son téléphone portable pour se déplacer. Tout le monde aujourd'hui utilise son téléphone portable pour lui dicter quel est le meilleur itinéraire à suivre. Donc, il y a tous les aspects de nouvelles technologies et de multimodalité dans les transports. Donc, ça, c'est des gisements, à mon avis, d'optimisation qui permettent d'optimiser les trajets et donc avoir un impact sur, on va dire, sur l'optimisation des infrastructures. Merci, donc, M. Bailly, merci à vous. Cet éclairage, mais compte tenu des contraintes de temps, on n'aura pas l'occasion de développer plus. Déjà, vous avez donné beaucoup de pistes très intéressantes et je retiens aussi cette nécessité vraiment de réévaluer les besoins parce qu'on ne peut pas continuer à développer les projets sans tenir compte de cette nouvelle donne qui est essentielle. Donc, il faut réévaluer les besoins. Il faut aussi revoir les différents projets à la lumière des contraintes nouvelles de financement qui existent et bien sûr intégrer la dimension privée dans la réflexion, mais aussi intégrer la dimension digitale, nouvelles technologies dans la réflexion. Merci beaucoup, Monsieur Bailly, pour cet éclairage. Monsieur Onango. Monsieur Onanga. Merci, monsieur le modérateur. Toujours votre vision à vous des modèles qu'on devrait utiliser pour développer les infrastructures de transport. Nous, dans notre développement, nous allons à l'hypothèse où
sine qua non, celle qui est liée à l'éradication de la pandémie sur le plan planétaire, est acquise. Parce que malgré tout ce que nous pouvons envisager, si nous traînons toujours cette pandémie, et comme venait de le dire mon prédécesseur du Maroc, parce que nous ne savons pas quand est-ce que cela va prendre fin, ça restera toujours comme une interrogation, quel que soit le plan que nous allons mettre en place. Mais je vais dans le principe que nous devons mettre, malgré la pandémie, une stratégie qui nous permette d'avancer en matière de développement des infrastructures. Un, nous pensons qu'un pays, chaque État isolé, il est très difficile qu'il s'embarque à développer ses propres infrastructures. Il faudrait, pour le cas de l'Afrique centrale, nous qui avions déjà l'avantage de disposer d'un document de travail, un document consensuel de développer les infrastructures de transport qui sont intégrées, il faudrait d'abord que ça soit une condition, mener, encourager des projets intégrateurs. Au niveau, par exemple, de l'espace CAC, qui est composé de 11 États, nous disposons déjà d'un plan consensuel de transport au niveau de cette sous-région. Nous devons nous mettre ensemble pour la recherche des financements, pour développer des projets intégrateurs. Parce que le Congo, la RCA, la RDC, le Gabon, le Cameroun ne peuvent pas, chaque État se développer isolément. Il faut beaucoup plus privilégier ces projets intégrateurs pour faire en sorte que les blocs et sous-régions sortent, n'est-ce pas, développent leur économie de manière intégrale. Deuxième piste est que nous avions constaté que lorsqu'il y a eu la pandémie et lorsqu'il y a eu restriction des déplacements à travers le pays, toutes les décisions pour développer les infrastructures, soit pour les entretenir ou les réhabiliter, étaient concentrées à Brazzaville. Alors que la route à développer se trouve dans un département hors Brazzaville. La restriction des transports n'a pas permis, n'est-ce pas, de développer les infrastructures ou les entretenir parce que la grande décision, celui qui décidait résidait à Brazzaville. C'est pour cette raison que nous pensons que la vision de décentraliser les responsabilités, procéder au transfert, n'est-ce pas, des compétences, de sorte que les collectivités locales prennent entièrement leurs responsabilités pour s'occuper, n'est-ce pas, d'un secteur, par exemple, le secteur des transports à leurs compétences avec des moyens conséquents, c'est aussi une bonne chose, de sorte que, quelle que soit la situation d'isolement de chaque département ou de chaque, comment on appelle, département, dirais-je, un département peut continuer à mener ses activités sans dépendre, n'est-ce pas, de la décision centrale. Donc, un problème de décentralisation de la responsabilité en matière de développement des infrastructures de transport. Voilà les deux pistes. Et ensuite, comme je l'ai dit, les institutions, les bailleurs de fonds, les pays développés doivent accompagner, notamment pour les pays africains, tout ce processus. Parce qu'il nous sera certainement difficile, avec le poids de la dette que les pays africains prennent, la mobilisation des fonds pour pouvoir investir. Comme l'a indiqué mon prédécesseur, le secteur des transports est un secteur budgétivore. Nous devons disposer des moyens. Avec notre pauvreté, l'endettement, je crois que nous ne pouvons pas aller vers le développement de ces infrastructures si ces endettements, ces charges de dette nous poursuivent. Donc, il va falloir aussi qu'on se mette ensemble pour négocier les allègements, n'est-ce pas, les assouplissements, pourquoi pas les effacements totaux de tout ce que nous traînons comme dette. Et que ces mêmes pays nous apportent aussi des financements pour pouvoir financer ne plus que les projets les plus importants qui vont encourager l'intégration au niveau de notre... Merci, monsieur Onanga. Voilà, monsieur le modérateur, les quelques petites pistes de réflexion. Merci, monsieur Onanga, pour ces pistes complémentaires à ce qu'a dit monsieur Bailly, puisque vous parlez
de cette nécessité de travailler à une dimension régionale. Vous parlez aussi d'un élément important, c'est tout ce qu'on décentralise, donc le pouvoir qu'on donne à la décentralisation et le rôle que doivent jouer les bailleurs de fonds. Je me tourne vers le représentant de M. Mohamed de Mauritanie. Toujours cette même question sur le modèle. Et je vais rajouter une question parce que j'ai mon ami Monsef Ziani qui nous suit, que je salue et qui vient de poster une question en disant que tous les pays africains ont réalisé des investissements importants en matière d'infrastructures de transport visant l'intégration régionale. Et Monsef considère que les deux points faibles qui nécessitent encore des efforts urgents, c'est la sécurisation des corridors régionaux et la facilitation des procédures administratives et douanières entre les pays africains, surtout dans la perspective de mise en œuvre de la ZLECAf. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important et je pense que, vu le corridor important qui traverse la Mauritanie, c'est aussi un sujet que vous pouvez adresser. Donc, quel modèle pour le développement des infrastructures et si vous pouvez, dans la foulée, répondre à la question de M. Ziani sur cette importance de la sécurisation des corridors régionaux et la facilitation des procédures administratives. Micro. Micro est fermé. Toujours fermé. Non, pas encore. C'est toujours fermé. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir à partir de chez moi. Non, je ne peux pas. C'est toujours fermé. Hein? Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Donc, pour appuyer un peu les interventions précédentes de nos collègues qui ont mis l'accent sur les modèles à venir, il faut cependant se dire d'abord que la pandémie est toujours encore là. Nous parlons de stratégie post-Covid. Il faut d'abord savoir délimiter la frontière entre avant Covid et post-Covid. Donc, à l'heure actuelle, nous voyons qu'après l'acquisition des différents vaccins et leur effet sur certains pays qui ont réussi à se vacciner à un taux élevé, nous avons vu qu'il y a des plans de relance économique qui sont vraiment à l'ordre du jour, tels que les États-Unis, l'Union européenne. Donc, des plans de relance économique sont en train d'être vraiment mis en œuvre. Donc, du point de vue africain, nous sommes tous d'accord ici de mettre les bouchées doubles sur l'interconnexion et l'intégration des réseaux pour qu'on puisse renforcer la zone ZLECA qui va jouer un grand rôle de développement économique. Donc, sur ce point, nous pensons que la mobilisation des financements et leur orientation vers l'achèvement de ces interconnexions, de cette intégration qu'il faut vraiment orienter les financements. Point de vue tant individuel, c'est-à-dire par pays, ou bien par zone économique intégrée. Je cite par exemple le cas de G5 Sahel. Nous avons un programme 5+5 qui utilise la mutualisation des financements pour appuyer des projets de développement. Dans notre cas, par exemple, je viens de vous souligner le rôle principal que joue le port de Nouakchott et dont bénéficie énormément notre République sœur, le Mali. Donc, via notre axe qui traverse de l'ouest à l'est toute la Mauritanie, qu'on appelle la route de l'espoir. Donc, ce sont des points qu'il faut conserver. Ça, ce sont des acquis
qu'il faut renforcer et conserver pour essayer de gagner le temps. Et après le Covid, une fois dépassé la zone de turbulence qui impacte la crise sanitaire, parce que nous avons deux crises à gérer, la crise sanitaire et la crise économique désormais. Donc, si on arrive à dépasser la crise sanitaire et contenir leurs effets sur la mobilisation, la mobilité des populations, il y aura forcément de nouvelles habitudes et de nouveaux changements, comme a souligné notre collègue marocain. Donc, une étude d'adaptation par rapport à ces changements est nécessaire. À partir de ces études stratégiques d'adaptation, pour réorienter les financements et mobiliser les financements et faire contribuer le privé qui va nous faire sortir de l'ornière dans ce volet. Donc, nous avons dit que l'intégration, c'est-à-dire le projet de la mobilisation des financements par rapport aux zones de différentes productions, telles que l'industrie, ça dépend de chaque pays a ses secteurs de privilégiés, tels que la production, par exemple, minière pour la Mauritanie et la production agricole pour certains pays et d'autres pays. Donc, c'est jouer sur ces leviers de financement et d'activités économiques qui vont nous sauver. Donc, sur ce volet, c'est ce que je voulais dire. C'est compléter ces axes d'intégration, les accélérer et trouver un mode de financement. Ce n'est pas seulement, c'est vrai, la contribution des bailleurs de fonds est importante, mais notre secteur privé, ou bien les secteurs privés sous-régionaux, chaque pays a sa stratégie, a ses avantages par rapport aux productions. Donc, mutualiser les financements, c'est ce axe que on voulait proposer. Okay, merci pour cet éclairage aussi très intéressant sur cette nécessité d'accélérer les projets d'infrastructures d'intégration régionale et de corridors, mais aussi de vous insister également sur l'importance de mutualiser non seulement d'impliquer le secteur privé, mais de mutualiser les financements privés entre pays, ce qui est aussi une piste extrêmement intéressante. Monsieur Zouari, si vous êtes là, également pour donner votre point de vue sur oui, le modèle. donc effectivement, donc, pour le cas de la Tunisie, nous avons choisi dans une relance économique qui est déjà un programme qui a été préparé et même lancé, sachant que dans les cas de crise, donc dans les crises d'une manière générale, c'est peut-être dessus, c'est de pouvoir donc opter à lancer des projets, des grands projets qui vont pomper un peu le manque concernant le développement d'une manière générale et assurer au moins le maintien de la main-d'œuvre, des bureaux d'études, des compétences en relation avec le domaine du transport. Donc, c'est le cas de la Tunisie en fait. Cette année 2021, pas mal de chantiers qui sont lancés sous forme d'appel d'offres, bien sûr, pour pouvoir désigner les entreprises. Et à titre d'exemple, donc il y a le pont de Bizerte, c'est un ouvrage mixte qui sera donc construit sur le canal de Bizerte. Il y en a certainement d'autres grands projets qui sont en cours de lancement. Tout à l'heure, j'ai dit à peu près l'autoroute sur environ 200 km qui a été lancée. On est en phase de déploiement et de désignation des entreprises. Pareil pour quelques autres projets. Donc, nous avons déjà entamé l'opération d'appel d'offres pour pouvoir désigner. Donc, la Tunisie a choisi de maintenir et de renforcer et de rester dans la stratégie de développement du réseau routier d'une manière générale et d'assurer toujours la connectivité entre les différentes régions et bien sûr la dimension régionale avec les pays voisins. Donc voilà la situation et le modèle que la Tunisie déjà a opté pour. Merci beaucoup, Monsieur Zouari. On voit qu'effectivement, cette dimension d'intégration régionale est extrêmement importante.
Je demanderai Monsieur Claver. Oh, le micro central, c'est là-bas. Non, non. Pourquoi? C'est l'ordinateur qui. Et ensuite, Monsieur Sylvain Yabana. Merci pour la parole. Je pense que au niveau de la République démocratique du Congo, Une seconde, le micro, s'il vous plaît. Italien. Le micro est ouvert. Votre micro est ouvert. C'est bon? Fermé? C'est ouvert, on vous entend. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez le fermer. Voilà, c'est bon, c'est bon. Monsieur Claver. Merci pour la parole. Je pense que beaucoup de choses ont été dites qui nous concernent tous au niveau des pays africains. Aucun pays africain à lui seul ne peut construire des infrastructures, comme on dit les amis qui se sont passés avant. Nous pensons que c'est un préalable important. Si nous ne sommes pas en mesure, en tant qu'État, de construire les infrastructures seuls, nous devons donc penser à faire intervenir les secteurs privés. D'où l'approche de partenariat public-privé, les PPP, qui sont très, très importantes quant à la réalisation de ce plan stratégique intégré dont a fait allusion le directeur au niveau de Congo-Brazzaville. Et nous pensons que ces PPP peuvent être utiles. Quant au remboursement de fonds, évidemment, c'est question d'appel d'offres et des contrats qu'il faut mettre en place avec les secteurs privés pour les paiements soit en BOT, Build, Operate and Transfer. C'est très, très important de chercher de voies et moyens, de créativité et d'innovation pour qu'on puisse améliorer et construire les infrastructures de transport au niveau de nos pays, mais aussi au niveau régional et au niveau continental. Nous devons continuer aussi également à penser à la digitalisation, n'est-ce pas, du secteur de transport. On en a fait allusion avant. Je pense que l'informatisation de ce système serait très important pour l'efficacité et l'efficience que cela pourra nous amener. Et dans ma réflexion, avant de venir à cette vidéoconférence, j'ai pensé également à la diversification de modes de transport. Nous sommes à Kinshasa, une ville qui a plus ou moins 12 millions, 13 millions d'habitants, mais nous n'avons que les transports urbains, n'est-ce pas, pour ses habitants. Et nous avons un fleuve qui est une voie, n'est-ce pas, de transport, mais qui n'est pas utilisée. Pourquoi ne pas faire l'intermodalité ou la multimodalité, n'est-ce pas, de transport comme une dynamique qui pourra nous être utile pour essayer d'avoir une mobilité qui est fluide au niveau de nos populations. Cette multimodalité est importante même au niveau des chemins de fer urbains, au niveau des villes. C'est très important de diversifier cela. Ça pourra nous aider à déplacer en masse, mais en sécurité, n'est-ce pas, à nos populations. J'ai pensé également qu'il fallait innover pour faire des partenariats multisectoriels, surtout avec l'événement de la pandémie. Pourquoi ne pas avoir les secteurs qui sont concernés avec la pandémie aussi participer dans notre façon de penser, de créer, d'innover les systèmes de transport. Pourquoi le secteur de l'environnement ne peut pas être présent? Pourquoi le secteur de la santé ne peut pas être présent? Donc, essayer de diversifier les types de partenariats en y incluant donc les partenariats multisectoriels. Mais dans tout cela, dans toutes les stratégies que nous mettons en place, nous devons penser aux priorités. Quels sont les projets prioritaires qui peuvent ouvrir nos régions, nos pays au niveau régional, mais aussi au niveau continental, pour essayer de faire avancer les infrastructures de transport et les développer pour qu'il y ait une croissance économique accrue au niveau du continent, au niveau de la région, mais aussi au niveau de nos pays. Voilà, en bref, tout a été dit avant. Je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais au moins, en bref, la réflexion
que je voulais mettre à l'espace de notre discussion ici. Voilà, merci. Monsieur Yabada, au mot de la fin. Oui, Monsieur Abdou, j'avoue qu'il m'est très, très difficile d'intervenir après ces éminents panélistes qui ont intervenu sur la problématique que vous avez posée. Mais je pourrais peut-être les répéter en disant que vraiment, pour mieux développer les infrastructures, il faut d'abord déjà compter sur la politique des organisations économiques sous-régionales qui doivent mettre en place des plans directeurs de développement des infrastructures, même si les autres l'ont dit. Et il est important parce qu'on ne fait pas la route pour soi-même. Il faut s'ouvrir sur un autre territoire. Et donc, les choses doivent se faire de manière collégiale avec les autres États qui sont autour de nous, avec des projets intégrateurs bancables qui doivent être mis en œuvre ou édictés par les États concernés. Et les PPP qui viennent d'être développés par le directeur de cabinet de la RDC sont vraiment un modèle pour nous, les États africains, pour développer les infrastructures. Mais je reviendrai sur la faiblesse qu'a évoqué l'un des participants qui a écrit là. Lorsqu'on développe déjà ces infrastructures de manière dans la sous-région, il faut sécuriser ces infrastructures-là. Il faut sécuriser ces corridors. Et il est important, comme la République centrafricaine, je l'ai annoncé tout à l'heure, avec le COMESA, était en train de vouloir mettre en place une autorité de corridor qui doit regrouper plusieurs pays. Et je pense que ça, là, c'est très important que les États, dans la politique sous-régionale, mettent en place des autorités de corridor. Ces autorités-là doivent nous aider à relever tous les goulots d'étranglement sur tout le corridor qui traverse les États. Et ces autorités de corridor doivent être là, nuit et jour, pour interpeller les autorités. Qu'est-ce qui se passe à tel niveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tel tronçon de route, tel tronçon de chemin de fer n'est pas praticable. Je pense que ce n'est qu'ainsi que nous pouvons développer les infrastructures une fois construites, une fois déjà mises en place par des projets. Et pour faciliter aussi les procédures administratives et douanières, il est important d'avoir des postes frontaliers de contrôle. Allô? On ne vous entend plus là. On a un problème de réseau avec M. Yabada. De toute façon, on arrive à la fin de ce webinaire. C'est l'occasion de conclure. Merci vraiment à vous tous pour ces idées extrêmement intéressantes. Ce que je retiens et qui est aussi important, c'est que aujourd'hui, le Covid a apporté de nouvelles modalités, un nouveau monde d'après qui va changer la donne en termes de modalités de consommation des transports, en termes de disponibilité de financement, en termes d'organisation de transport, etc. Et qu'il va falloir justement créer des modèles qui tiennent compte de tout cela. Et quand on dit créer des modèles qui tiennent compte de tout cela, vous avez donné des idées extrêmement intéressantes sur la nécessité de réévaluer les besoins en mobilité de personnes et de marchandises, la nécessité d'impliquer le privé, d'intégrer des dimensions digitales. Et vous avez tous aussi insisté sur l'importance de travailler sur des dimensions régionales, avec des projets d'intégration régionale, que ce soit au niveau des pays ou au niveau des régions, avec des communautés économiques régionales qui doivent prendre le leadership sur cette fixation des axes de la stratégie d'interconnectivité régionale. La décentralisation a aussi été citée, et c'est un élément important parce que les entités décentralisées, les collectivités locales jouent un rôle aussi important dans le développement des infrastructures de transport. On voit dans les pays où on a beaucoup de typologies de transport que l'intégration de l'intermodalité est aussi un élément important
et on a aussi cité la nécessité d'avoir des partenariats multisectoriels. Il y a quelques jours, nous avions une conférence sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et c'est vrai que les ministres insistaient sur l'importance de la coopération entre l'agriculture et, dans certains pays, le ministère du désenclavement, ou en tout cas le ministère des Transports, ou les ministères en charge des routes, parce qu'effectivement, très clairement, on doit avoir cette intersectorialité, ces partenariats multisectoriels, parce qu'effectivement, la route est un outil. Tout à l'heure, l'un d'entre vous le disait, je pense que c'est M. Claver ou quelqu'un d'autre qui disait qu'on ne va pas dans un aéroport, ou c'est la Mauritanie, on ne va pas dans un aéroport pour y rester. On est là que pour passer, pour aller quelque part. On ne va pas dans un port pour y rester. La marchandise est là pour aller quelque part. Et là aussi, les routes sont là pour permettre de connecter, pour permettre de désenclaver. Et c'est un élément extrêmement important. En tout cas, merci pour ces partages d'expérience. Je pense qu'on sent les gens qui pratiquent au quotidien, et on a eu la chance d'avoir vraiment des regards croisés de différents pays, que ce soit des pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale ou encore de l'Afrique de l'Ouest, avec bien sûr ces regards croisés sur des pays voisins qui permettent de parler de ces projets régionaux. Merci beaucoup à tous, et je redonne la parole à Khadija pour clôturer ce beau panel, en tout cas qui m'a donné beaucoup de bonheur à modérer. Merci. Merci Abdou pour ta brillante modération. Je remercie nos chers panélistes d'avoir partagé avec nous vos visions sur les modèles de développement post-Covid. Merci à l'ensemble des participants de nous avoir suivis et d'avoir posé énormément de questions, ce qui a suscité beaucoup d'interactions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle webconférence qui fait partie de la série Forum africain des infrastructures live. Et peut-être juste pour rappeler que le Forum africain des infrastructures se tiendra aussi physiquement à Yaoundé, c'est à Yaoundé. Voilà. Merci pour le rappel. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous tous. Merci à tous. Bonne Au revoir. Merci, au revoir. À tous les participants, merci à notre brillant modérateur. Merci à tous. Merci beaucoup.